Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Je suis très heureux de vous présenter ce soir ce que va vous réserver comme surprise votre cursus potentiellement d'études d'économie à l'université. Vous êtes peut-être en terminale, peut-être que vous êtes déjà à bac+1 ou peut-être que vous êtes encore en première ou encore peut-être que vous êtes parent d'élèves. Dans tous les cas, bienvenue pour ce live organisé par la Caravelle. La Caravelle, c'est cet institut de coaching et de préparation au tournant des études supérieures. Caravelle, donc je travaille avec Camille et Hélène, que vous connaissez peut-être, et qui, tout au long de ce semestre, vous renseignent sur les différentes filières d'études post-bac, afin de vous aider à faire une stratégie, à élaborer une stratégie de candidature avisée pour l'année prochaine sur Parcoursup, mais aussi à déterminer les filières qui vous intéressent le plus, les filières que vous avez envie de sélectionner pour votre après-bac. Et je suis là justement pour participer, co-participer avec vous à cette réflexion de vos études post-bac en vous éclairant sur les études d'économie à l'université. Donc je vais attendre que vous soyez un peu plus nombreux à nous avoir rejoints pour, si vous voulez, démarrer ce live. Je vois que pour l'instant je suis un peu tout seul, mais je pense que ça ne devrait pas tarder à arriver. Vous allez sûrement, pour ceux qui se sont inscrits à cet événement, recevoir peut-être un SMS vous invitant à vous connecter. Et donc vous allez être peut-être quelques dizaines à nous rejoindre. En tout cas, sachez que il faut absolument que cette conférence soit interactive, que vous me posiez vos questions afin que je puisse y répondre. Je suis, je pense, bien placé pour témoigner auprès de vous, puisque moi-même, je suis passé par une fac d'éco-gestion il y a quelques années. Je vais vous raconter tout ça. Je vais vous décrire peut-être aussi les matières qu'il y a en première année d'économie. Qu'est-ce que c'est qu'une fac d'éco? Qu'est-ce que c'est qu'une fac de gestion? Quelle est la différence? Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire après une fac d'éco-gestion? On va étudier quelques exercices de microéconomie, de macroéconomie. Je vous montrerai ce que c'est. Et ensuite, je vous parlerai éventuellement des débouchés aussi, de ce qui peut vous attendre après les études d'économie à l'université. Donc, des passerelles pour intégrer éventuellement une école de commerce ou Sciences Po après une licence d'éco-gestion. Donc, j'attends que nous soyons au complet pour commencer. Je pense que vous devriez pas tarder à nous rejoindre. Je vois que là, une première personne est là, donc bienvenue. N'hésitez pas à vous présenter en commentaire dans le chat, à me dire qui vous êtes, d'où vous venez, en quelle classe vous êtes, si vous êtes en première, si vous êtes en terminale, si vous avez présenté une fac d'économie dans Parcoursup ou pas, si pour vous, la fac d'éco est en plan A, est-ce que la fac d'éco est potentiellement un plan B, est-ce que c'est seulement un plan C, est-ce que vous redoutez la fac d'éco, est-ce que vous avez hâte d'être en fac d'éco, est-ce que vous êtes là plutôt pour découvrir ce que c'est que la fac d'économie parce que vous êtes encore en phase d'hésitation avec d'autres possibilités. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je serai ravi de vous répondre au cours de ce live. Donc j'attends que vous soyez là. Pour commencer, on a un délai quand même de quelques minutes avant de pouvoir répondre à tout le monde. Donc je suis là, je me tiens prêt à vous faire ce live sur les études d'économie à l'université. Donc pour reprendre peut-être un petit peu le plan de cette présentation, d'abord je vais revenir sur qu'est-ce que l'économie, qu'est-ce qu'étudier l'économie et pourquoi. Ensuite on fera peut-être un petit focus sur les matières qu'on retrouve en première année d'économie et gestion. On va parler un petit peu ensemble de macroéconomie, qui est quand même la matière principale, avec la microéconomie de l'université en éco-gestion. Ensuite, je vous donnerai des petits conseils pour choisir votre fac, votre université. Je vous ferai des rappels d'ailleurs sur ce qu'est l'université et en quoi elle se différencie des autres filières post-bac qu'on peut trouver, comme les IUT, les BTS ou les écoles de commerce post-bac. Et enfin, je vous dirai quels seront les débouchés potentiellement après une fac d'éco. Oui, une fac d'éco ou une fac de gestion, mais pourquoi faire ensuite? Quel métier ou quelle passerelle on peut avoir après une fac d'éco? Et enfin, on parlera un petit peu aussi de Parcoursup et des conséquences de Parcoursup sur les facs d'éco-gestion en région parisienne et en Île-de-France principalement. Et après, je vous parlerai un petit peu de l'accompagnement que peut vous fournir la Caravelle ou bien le cours d'Assas, qui sont deux instituts d'enseignement supérieur pour lesquels je travaille. D'ailleurs, je vais peut-être me présenter rapidement. Donc, je m'appelle Arthur de Neuville. J'ai actuellement exactement 30 ans. J'ai passé mon bac en 2006, donc c'était maintenant il y a 12 ans. Et après mon bac, je n'avais pas trop envie d'aller en classe préparatoire. J'ai préféré m'orienter vers l'université. Et donc, pour ça, j'ai choisi de partir à l'université de Nanterre pour faire une double licence économie allemand.
Alors, je ne sais pas s'il y en a à qui ça parle. On va sûrement parler d'admission parallèle également au cours de ce live. Mais vous avez aujourd'hui la possibilité d'effectuer des cursus à la fac en éco-gestion ou en économie ou en gestion. Simple, mais vous pouvez aussi effectuer des bilicences et donc c'est pour ça que moi j'ai fait cette bilicence économie allemand après mon bac et donc je vous invite tous, si vous nous rejoignez actuellement à ce live, je vois que vous êtes plusieurs là à arriver en ce moment, je vous invite tous à me dire bonjour dans le chat, je vous lis et je vais répondre à toutes vos questions et à me dire qui vous êtes, dans quelle classe vous êtes, dans quelle série du bac, est-ce que pour vous la fac d'éco c'est un plan A, est-ce que vous voulez faire une fac d'éco G et là je vais vous montrer un petit peu ce que c'est. Est-ce que la fac d'éco G c'est plutôt un plan B pour vous ou est-ce que ça s'intègre dans une stratégie de candidature plus globale ou est-ce que vous avez déjà l'idée de faire une fac d'éco-gestion parce que vous aimez l'économie en ES ou alors parce que vous êtes en S et qu'on vous a dit que la fac d'éco c'était plutôt bien pour les matheux. Voilà, dites-moi dans quelle situation vous êtes pour que je puisse un petit peu adapter ma présentation. Voilà, pour l'instant on est une poignée de connectés ensemble. Donc voilà, vu qu'on est peu, profitez-en pour pouvoir rendre ce live interactif. Je vais vous parler pendant à peu près 1 heure, mais ça dépend de vous aussi. Si vous avez des questions sur la fac d'éco-gestion, sur les écoles de commerce, sur une matière en particulier en économie, je serais ravi de pouvoir vous répondre. Voilà, je suis là tout au long de ce live pour répondre à toutes vos questions sur la fac d'éco-gestion. Donc, je finis de me présenter. J'ai donc fait une double licence, une bilicence plutôt, éco-gestion allemand à l'université de Nanterre. Et à la suite de ma bilicence éco-gestion allemand, je me suis un peu lancé dans les concours des écoles de commerce. Et donc, pendant que j'étais en licence 3, j'ai passé une école qui s'appelle l'EM Lyon Business School. Et à la suite de ma licence, donc ma bilicence éco-allemand, donc j'ai passé l'EM Lyon Business School. Je vous raconterai un petit peu après comment se passent les concours plus en détail, mais j'ai été admissible dans cette école EM Lyon et faute de préparation pour l'entretien de personnalité, je me suis planté et du coup j'ai fait un master 1 en économie et société à l'université de Nanterre et là j'ai repassé tous les concours des écoles de commerce HEC, ESCP, EM Lyon, EDEC, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma et Kedge. Et là, ça s'est beaucoup mieux passé pour moi puisque j'étais admissible dans toutes les écoles que j'ai présentées. Et j'ai fini par intégrer l'ESCP Europe, donc qui est une grande école de commerce, la même école qu'on peut faire après une prépa, mais je l'ai fait après mon cursus en éco-gestion à la fac. Et donc, je vais aussi aujourd'hui vous parler à la fois de mon cursus en éco-gestion à la fac, mais aussi, si vous voulez, un petit peu des voies d'accès en école de commerce par la suite ou des métiers qu'on peut exercer après la fac d'éco-gestion. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à participer avec moi. On va bientôt rentrer dans le vif du sujet sur les études d'économie. Donc voilà, présentez-vous et montrez-moi que je suis pas tout seul derrière cet écran afin qu'on puisse communiquer ensemble. Alors, qu'est-ce que c'est que l'économie ? L'économie, d'abord, c'est un mot qui est hyper difficile à définir. C'est un peu un mot fourre-tout. Il y a de tout derrière ce mot-là. En vieux français, si on remonte un petit peu dans le temps et qu'on s'intéresse à l'étymologie de ce mot, l'économie désignait plutôt la bonne administration des richesses matérielles. On pensait par exemple à une bonne ménagère qui tient bien son foyer. On pouvait la décrire comme une bonne économe. Une bonne économe, c'est entre guillemets aujourd'hui, on pourrait dire un aussi, bon gestionnaire de foyer. Et ça s'explique clairement par l'étymologie du mot économie, puisqu'on retrouve le mot oikos, qui veut dire maison en grec ancien, et on retrouve le mot nomos, qui veut dire gérer, en grec ancien également. Donc l'économie au début, c'était plutôt la bonne administration des biens et des richesses matérielles au sein d'un foyer, au sein d'une organisation. Mais l'économie, ça peut être aussi vu comme l'activité économique, la vie économique d'un pays. On peut même dire que l'économie française, par exemple, se divise en 3 grands secteurs: le secteur primaire, l'agriculture, le secteur secondaire que sont l'industrie, et le secteur tertiaire que sont les services. On peut aussi penser aux sciences économiques. Est-ce que l'économie, c'est des sciences économiques qui consistent effectivement, qui sont les sciences des phénomènes qui concernent la production, la distribution, la consommation des richesses, des biens et des services dans un groupe humain, dans un ensemble géographique donné. Donc vous voyez qu'il y a plein de définitions directes, différentes pour l'économie, et que c'est vrai que quand on est en terminale et qu'on fait de la SES et qu'on va plutôt, ou qu'on hésite à faire une fac d'économie, on se demande à quelle sauce on va être mangé. Et ça, je vais vous l'expliquer tout de suite parce que je vais vous décrire juste après aussi les matières qui vous attendent en première année d'éco-gestion à la fac. Alors l'économie, ça peut désigner plein de choses différentes. Je continue un petit peu sur ce même thème.
Ça peut désigner différentes branches. On peut penser par exemple à l'économie du travail, qui est une branche de l'économie, l'économie industrielle, qui est aussi une branche de l'économie et qui va plutôt s'intéresser au phénomène des grandes entreprises industrielles. On va penser potentiellement à l'économie urbaine, qui va s'intéresser à l'organisation au sein de la ville. Il y a des approches économiques. On peut parler d'approches classiques, d'approches libérales, d'approches néoclassiques. Et tout à l'heure, quand je vous ferai un petit topo sur la macroéconomie, je vous présenterai les 3 grands courants de pensée de la macroéconomie, que peuvent être le courant classique, le courant keynésien et le courant néoclassique. Donc, je vous expliquerai quelles sont les différences entre ces approches économiques. L'économie peut aussi se désigner par des comportements. On peut parler d'économie d'échelle. Des économies d'échelle, je vais y revenir plus tard dans les petits exercices de microéconomie qu'on va faire. Mais réaliser des économies d'échelle, c'est en fait pouvoir bénéficier de l'élargissement de ses coûts fixes. Donc on en reparlera. Des économies d'énergie, ça, réaliser des économies d'énergie, vous savez ce que c'est, vous le voyez au quotidien. C'est effectivement un comportement qui consiste à vouloir avoir une bonne gestion, un petit peu comme la bonne mère de famille qu'on a cité au slide d'avant, une bonne gestion des énergies dont on dispose, des ressources dont on dispose. Une économie, ça peut également être une activité. Par exemple, une activité, ça peut être des types d'activités comme l'économie familiale ou l'économie souterraine qui consiste à s'adonner à des activités illégales ou du moins dans le dos de l'État qui régit l'ensemble géographique duquel on fait partie, ou l'économie de subsistance qui consiste par exemple à vivre et à produire des biens et des services uniquement pour survenir à ses propres besoins et pas au-delà. Voilà un type d'économie, une activité qu'on peut entendre. Une économie, ça peut aussi désigner des systèmes économiques. On a différents types de systèmes économiques. Des systèmes d'économie collectivisée, des systèmes d'économie libérale, des systèmes d'économie communiste. Donc vous voyez, il y a énormément de chances derrière le mot économie. Ou alors, il y a des états différents de l'économie. Une économie fermée est une économie qui est recroquevillée sur elle-même, qui est en autarcie entre guillemets, qui ne va pas échanger avec d'autres pays. À l'inverse d'une économie ouverte, qui est une économie de libre-échange, et du coup, dans laquelle des facteurs externes viennent influer. Une économie fermée, ça serait par exemple l'économie de la Corée du Nord, et une économie ouverte, ça serait une économie totalement libérale, par exemple. Ben, je pourrais pas forcément citer le cas des États-Unis, mais peut-être on pourrait citer au contraire le cas de l'Union européenne, qui est totalement ouverte sur le monde, ou en son sein plutôt. Enfin, vous avez des ensembles géographiques. De quoi on parle? Il faut toujours définir un ensemble géographique quand on parle d'économie. Un ensemble géographique, ça peut être l'économie de la France. Donc là, on est à l'échelle d'un pays ou d'une ville, l'économie lilloise par exemple. Ou enfin, on peut parler d'économie monde si on veut parler de l'économie de tout le monde entier. Oups, je crois que j'ai fait tomber mon micro. Si vous voulez bien patienter une seconde. Il m'a échappé. J'en profite pour vous dire bonjour à tous. Vous voyez que je suis bien là et que c'est bien du live, il n'y a rien de préenregistré. Et du coup, je vous invite, si vous avez des questions à me poser, à me dire que vous êtes dans le chat, à le faire. Je vois que Bertie déjà m'a dit bonjour. Bertie, bonjour. Je voulais savoir comment s'est passé votre cursus éco-gestion à la fac, les matières, la place de l'allemand. Est-ce que la licence prépare au concours des écoles de commerce? C'est 2 excellentes questions, Bertie. Tu tombes bien, tu fais bien d'être là, je vais pouvoir te répondre. Eh ben alors, je vais te raconter mon cursus d'éco-gestion à la fac. Effectivement, j'ai fait une bilicence éco-gestion allemand et l'allemand prenait à peu près 50% de mon temps et l'éco-gestion prenait à peu près 50% de mon temps. En sachant que dans la partie allemande, la bilicence éco-allemand, j'étudiais des notions économique en allemand. J'ai pas appris l'histoire de l'Allemagne et les courants littéraires allemands, mais j'ai bien appris les termes qui vont autour de l'entreprise et j'ai appris à parler de l'économie allemande en allemand avec des professeurs d'exception à Nanterre, notamment des professeurs enseignants à Sciences Po ou d'excellents professeurs de Nanterre qui m'ont appris à raisonner économiquement en allemand, donc c'était hyper intéressant. Et évidemment, la licence, elle, ne prépare pas au concours des écoles de commerce directement, mais tu as tout à fait le temps pendant ta licence d'éco-gestion, que ce soit une licence simple d'éco-gestion ou une bilicence avec une autre matière, tu as tout à fait le temps de préparer le concours des écoles de commerce. C'est d'ailleurs ce que font carrément la plupart des étudiants qui sont en fac d'éco-gestion. Ils se préparent à ces concours comme moi et ils intègrent une école comme HEC, le SCP, l'EDSEC, l'EM Lyon, l'EDEC, Audencia, Grenoble École de Management, Neoma ou KED. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ces concours. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me poser d'autres questions ou des questions plus précises, puisque les questions que tu m'as posées étaient assez larges, assez générales, mais je serais ravi de pouvoir détailler ou affiner avec toi un point ou l'autre de ces questions, Bertie. Alors, l'économie, ce qui est sympa, c'est que il y a à la fois une partie hyper théorique et une partie très concrète. On peut trouver des applications hyper précises. Donc, par exemple, en fait, l'économie, ça consiste effectivement à observer et à analyser un petit peu ce qui se passe dans la société, afin de pouvoir construire des modèles ou d'en tirer des leçons et d'en tirer des lois qui vont ensuite pouvoir trouver des applications concrètes dans des domaines qui sont hyper variés. J'ai cité ici la santé. Oui, on va étudier, par exemple, comment la carte de répartition des
hôpitaux en France doit s'effectuer en fonction des revenus, des richesses, des salaires. Voilà ce qu'on peut étudier par exemple. Dans l'éducation, on peut imaginer comment l'État doit investir dans l'éducation en imaginant les bénéfices que cet investissement va produire sur les générations suivantes, le coût que ça implique à court terme, les sacrifices, et on va imaginer comment, par exemple, un État va prendre des décisions d'investissement dans l'éducation, ou alors, par exemple, on va pouvoir imaginer avec des études d'économie comment deux individus sur le marché de l'immobilier vont interagir l'un avec l'autre dans une situation de hausse ou de baisse des prix. Donc, si vous voulez, on a d'abord une partie très théorique qui consiste à construire des modèles mathématiques et à mettre le monde en équation. Et ensuite, une fois que vous avez mis le monde en équation, vous essayez d'en prédire des choses ou d'en déduire des choses dans la vie de tous les jours, dans des situations concrètes. Donc, ce qui est bien avec l'économie, c'est que si vous aimez à la fois la théorie, mais aussi le concret et la pratique avec des exemples très illustrés, vous allez vraiment vous éclater. Vous allez découvrir autre chose que ce qu'il y a dans les maths, dans les maths de terminale, où en fait, c'est toujours le même exemple. Une entreprise produit des yaourts. Jusqu'à quand doit-elle produire? Là, vous allez aller beaucoup plus loin et vous allez réfléchir plutôt à votre modèle de société. Donc, les études d'économie, ça, vous donnez une culture importante et vont vous permettre d'expliquer le monde qui vous entoure et vont vous permettre par exemple de décrypter beaucoup mieux les articles de journaux ou les faits d'actualité économique que vous entendez souvent à la télé le soir ou que vous lisez. Voilà. Donc c'est vraiment des études qui vont vous donner les clés de l'explication du monde. Alors, j'ai parlé d'économie, mais j'ai pas vraiment parlé de gestion. Alors, qu'est-ce que c'est que la gestion dans tout ça? Les sciences de gestion, en fait, c'est un petit peu différent des sciences économiques. Les sciences économiques, c'est vraiment très théorique. On va s'intéresser aux grands indicateurs macro et microéconomiques, alors que la gestion, en fait, c'est une matière qui est proche, mais à la fois pas si proche que ça, parce qu'elle est beaucoup plus proche de l'entreprise. Les sciences de gestion, elles ont pour objet d'éclairer l'action conduite de façon collective par des groupes humains organisés que peuvent être des entreprises, des associations, des administrations. Et là, on va être plutôt sur des choses beaucoup plus directes. On va s'intéresser la gestion, par exemple, les matières qu'on va étudier en gestion, ça va être plutôt la finance. La finance, elle peut être finance d'entreprise, comment les entreprises financent leurs activités, ou finance de marché, comment s'échangent les biens et les services sur un marché. On va apprendre la comptabilité, par exemple, et donc on va apprendre à faire un compte de résultat, à faire un bilan, donc à savoir administrer et gérer les comptes d'une entreprise. On va par exemple étudier ce que c'est que la logistique, comment gérer l'approvisionnement de ses stocks, de ses flux, comment acheter. Donc ça va être tout à fait intéressant aussi. Vous allez apprendre du marketing, comment on va de la conception d'un produit, l'imaginer son packaging, imaginer le public auquel on veut vendre ce produit, imaginer la publicité autour de ce produit et les valeurs et l'histoire de ce produit. Et ensuite, on va s'intéresser à comment on va le distribuer, ce produit. Est-ce qu'on veut le distribuer sur Internet, dans les magasins? Tout ça, c'est le marketing, c'est très intéressant. Et vous avez aussi les ressources humaines, comment on gère les salariés dans une entreprise, comment on recrute, comment on embauche, comment on forme les salariés. Voilà, c'est des problématiques autour des ressources humaines. Et là, on sent bien tout de suite qu'on est moins dans l'économie et qu'on se rapproche déjà plus de l'école de commerce. Donc en cela, la gestion et l'économie sont vraiment deux choses différentes. Et donc moi, ce que je vous conseille, enfin, c'est vraiment deux choses différentes. Généralement, quand on dit fac d'éco-gestion, en fait, il faut bien regarder ce qu'on fait. Si on regarde des grandes facs comme Nanterre, par exemple, ou Assas, quand vous vous inscrivez en fac d'éco-gestion à Nanterre ou à Assas, vous allez faire 2 ans d'éco. Et ensuite, en 3e année, on va vous proposer soit de rester en économie, ce que je vous conseille, et je vous le dirai pourquoi par la suite, soit éventuellement de basculer en gestion et de vous rapprocher vers des matières un peu plus concrètes qui sont plus proches de l'entreprise. Mais à la Sorbonne, par exemple, vous pouvez choisir dès la L1 de faire de la gestion, ou dès la L1 de faire de l'éco, ou même de faire de l'éco-gestion dès la L1. Il y a aussi un cursus qui mêle les deux. D'accord? Donc c'est pas exactement la même chose. Alors pourquoi je vous ai dit plutôt faire de l'éco que de la gestion? C'est juste que dans l'optique de plus tard faire les admissions parallèles, faut dire que l'économie c'est un peu mieux reconnu quand même dans les dossiers. C'est une matière qui est un peu plus complexe que la gestion, qui est plus abstraite, qui est plus théorique et donc qui plaît un peu plus comme profil aux écoles de commerce, surtout aux meilleures quand elles veulent tirer des étudiants par les admissions parallèles qui sont venus de la fac. Donc c'est en ça que moi je dis qu'il vaut mieux faire économie et aussi parce que la gestion, eh ben écoute, il vaut mieux la faire en école de commerce parce que l'université n'est pas vraiment le lieu le plus adapté à des cours sur l'entreprise. Malheureusement, l'université, ben voilà, malheureusement, en tout cas c'est comme ça, vous êtes dans un amphithéâtre, vous avez un cours magistral, vous avez certes des TD, mais vous n'êtes pas là pour travailler en groupe, pour apprendre proche de l'entreprise, vous n'êtes pas là, vous n'avez pas beaucoup d'étudiants étrangers avec vous, vous n'êtes pas vraiment mis en situation, vous êtes vraiment dans la théorie. Et donc, c'est pas forcément le lieu adapté à l'enseignement de ce qui se passe dans l'entreprise et donc de la gestion. Alors qu'en revanche, c'est un enseignement théorique, enfin, c'est tout à fait adapté à l'enseignement théorique de l'économie. Donc, moi, je vous recommande plutôt, si vous voulez faire de la gestion, c'est d'abord de faire une fac d'éco-gestion et ensuite de faire les concours des grandes écoles de commerce, management ou gestion. C'est à peu près la même chose, ces écoles-là. C'est les grandes écoles, entre guillemets, de commerce. Et donc, il vaut mieux faire dans cet ordre-là. Alors,
Qu'est-ce qui vous attend en première année d'économie? Je vois que Bertie, tu me reposes une question. Quel a été l'avantage de faire mon cursus? Est-ce que ça m'a distingué des autres étudiants? Alors, ouais, je reviendrai un petit peu plus tard, Bertie, plus en détail sur les concours d'admission parallèle. Mais dans les concours d'admission parallèle, je te le dis maintenant, effectivement, pour intégrer une grande école de commerce, il y a un dossier qui va compter. Donc ce dossier, il prend en compte le cursus dans lequel tu es post-bac. Donc effectivement, le fait d'être en bilicence éco-allemand, en plus j'étais allemand première langue, et puis l'allemand, c'est pas l'anglais ou l'espagnol, c'est une langue un petit peu plus rare, ça valait plus de points pour les jurys des grandes écoles que si j'avais été juste en éco normal. Après, ils vont regarder aussi un petit peu les notes que tu as eues dans la bilicence par rapport à l'éco normal. Et puis surtout, en admission parallèle, ils vont regarder plein d'autres choses dans ton dossier. Ce que tu fais à côté de tes études, tout l'extrascolaire va rentrer en ligne de compte. Mais oui, c'est vrai que faire une bilicence, ça peut être un plus par rapport aux autres étudiants dans l'optique de passer les concours. Donc ça m'a un tout petit peu distingué, je suis d'accord. Et mes autres choix sur APB, c'était quoi? C'était une licence d'économie gestion simple. Et j'avais présenté du coup à l'époque Nanterre, j'avais présenté également Assas et Sorbonne, mais c'était à Nanterre que je voulais aller à cause des bilicences. Et puis j'avais présenté aussi d'autres bilicences à la Sorbonne, je t'en parlerai tout à l'heure, mais une bilicence éco-géo que j'aurais bien voulu faire, qui est une magnifique bilicence qui permet d'allier à la fois les études d'économie et de géographie, qui est aussi un super tremplin vers les admissions parallèles. Donc je vous reparlerai après des bilicences. Alors les matières fondamentales en première année d'économie. Je vais développer principalement deux de ces matières qui vont être la macroéconomie et l'analyse microéconomique ou la microéconomie. Mais sachez que donc on a de la macro, de la micro, des stats et des maths. Donc on peut tout de suite constater que mes études d'économie sont des études qui sont assez branchées vers les maths. Si vous êtes en S, a priori, pas de problème. Vous pouvez tout à fait réussir et espérer réussir en fac d'éco-gestion. Si vous êtes en ES, là, il va falloir un petit peu travailler, carburer les mathématiques. Excusez-moi, je bois un petit peu d'eau parce que je parle beaucoup et que vous me parlez pas beaucoup d'ailleurs. Posez-moi vos questions s'il vous plaît. Harcelez-moi, dites-moi, je vois que vous êtes plusieurs à me regarder, vous avez sûrement des questions à me poser, donc allez-y, faites-le. Et donc vous allez voir, c'est un cursus assez scientifique, la fac d'éco-G. Si vous êtes en ES et que vous êtes moyen en maths, si vous décidez de vous y mettre, il n'y aura pas de problème. Mais si vous êtes vraiment nul en maths et que vous détestez les maths, je vous le recommande pas d'aller en fac d'éco-G parce que à la fois la macro, la micro et puis évidemment les stats et les maths sont des matières assez scientifiques et vous allez continuer à retrouver des équations l'année prochaine. Je vous montrerai quelques exemples. Alors, qu'est-ce que la macroéconomie? La macroéconomie, c'est l'approche théorique qui consiste à étudier l'économie à travers des relations existantes entre les grands agrégats économiques. Et quels sont-ils ces agrégats? Le revenu, l'investissement, la consommation, le taux de chômage, l'inflation. Voilà des grandes notions auxquelles on va s'intéresser en fac de macroéconomie. Donc, vous allez voir qu'en macro, on va avoir une vision assez globale de ce qui se passe dans la société, alors que la micro, à l'inverse, j'y reviendrai, elle étudie les comportements individuels des gens qui composent ces gros groupes. Donc c'est un peu différent, mais dans tous les cas, ça nous permet d'expliquer le monde. Soit les relations intergroupes, soit comment une personne au sein d'un groupe prend une décision. Donc c'est vraiment l'explication du monde et l'explication des comportements individuels. Alors on a trois grandes approches en macroéconomie. On a d'abord l'approche classique, pour faire un petit peu d'histoire avec vous. L'approche classique, c'est alors l'économie, c'est une matière, c'est une notion qui est hyper ancienne. Hein, je vous l'ai montré, je vous ai dit, ça vient de maison et de gérer en grec, oikos et nomos. Donc c'est une notion qui est très ancienne et qui consiste à la gestion de son foyer. Mais néanmoins, l'économie s'est théorisée à partir notamment du XVIIIe siècle et l'école classique. Et je vais vous citer trois exemples de grands économistes classiques et je vais vous parler un tout petit peu d'eux. Vous avez sûrement entendu parler d'eux, peut-être. Je vais parler pourquoi pas, d'Adam Smith. Adam Smith, qui est un économiste classique, vous savez, le fameux théoricien de la main invisible, qui pensait que le marché se régule par lui-même et une main invisible vient ajuster les prix. Par exemple, on a ici un graphique avec l'offre et la demande. On a la quantité produite, on a le prix, il est là, et c'est une main invisible. Cette petite main qui vient ajuster les prix naturellement. Et donc, on est sur quelque chose de tout à fait naturel. C'est une vision hyper positive du marché. Selon lui, en fait, selon Smith, on est donc toute offre crée sa propre demande. Et donc, à partir du moment où il y a une offre, il y a forcément une demande. Et donc, tout ça s'équilibre. C'est une vision un petit peu idéaliste en général peut-être du marché. Mais en tout cas, on se dit que du coup, la croissance, elle vient de la production. Il suffit de produire pour créer de la croissance. Il suffit que les entreprises aient des idées, créent des produits pour créer de la croissance. Ça, c'est la théorie de Smith. C'est une théorie assez optimiste. En tout cas, tout le monde n'était pas d'accord avec lui et pas sur tous les points. Il y a d'autres économistes comme Malthus
que vous voyez ici écrit sur cette slide, qui lui est profondément pessimiste. Malthus, c'est ce théoricien du malthusianisme. Vous savez peut-être ce que c'est que le malthusianisme. Le malthusianisme nous dit que en fait, la population augmente, la population d'un pays ou du monde augmente plus vite que la croissance de ses ressources disponibles. Ça veut dire que plus on va avancer dans le temps, plus on va avoir de gens et moins de ressources par personne. Donc on court, selon Malthus, à la catastrophe. On va en fait vers l'extinction du monde. On va avoir des individus qui vont être un nombre immense et qui vont s'entretuer pour le peu de ressources qu'il y aura. Et donc c'est pour ça que quand on parle de politique malthusienne, on fait souvent référence à des politiques de contrôle des natalités, des naissances, parce que Malthus disait on n'a pas le choix. Si on veut pas s'entretuer, si on veut pas devenir cannibale, il va falloir mettre en place, il va falloir que l'État mette en place des solutions pour réguler les naissances. Donc voilà, parce qu'on ne pourra pas tous se nourrir. Donc voilà la théorie de Malthus. Alors voilà, on en parle. Maintenant, on peut aussi parler de Ricardo. Lui, Ricardo, il dit, ok, la population augmente. La population augmente, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas produire plus. Effectivement, il y a toujours des nouvelles richesses. Donc, le fait que la population augmente, ça va nous permettre, en fait, ça va nous obliger à aller exploiter de nouvelles terres cultivables, mais qui seront forcément moins fertiles que les précédentes, puisque en fait, les propriétaires vont d'abord exploiter logiquement les terres les plus fertiles, avant d'exploiter les terres les moins fertiles. Et donc, le fait d'aller exploiter des nouvelles terres moins fertiles, va forcément faire monter le prix de la nourriture, le prix des biens. Pourquoi? Parce que vu que les nouvelles terres sont moins fertiles, ça coûte plus cher à produire. Et si ça coûte plus cher à produire, les prix vont monter. Donc, qu'est-ce qui va se passer si les prix montent? Les propriétaires qui, eux, étaient déjà propriétaires des terres les moins fertiles vont obtenir une rente. Oui, c'est normal si le prix monte. Pour eux, ça coûte toujours autant. Ils sont toujours sur les mêmes terres, qui sont toujours aussi fertiles. Mais le prix a monté. Et donc, la différence entre l'ancien prix de marché, qui est le prix naturel, entre guillemets, et le nouveau prix de marché lié aux terres moins fertiles, va créer une rente pour les propriétaires les plus riches. Et donc, c'est là-dessus que ensuite vont rebondir Karl Marx et ainsi de suite pour avoir des théories sur des théories sur la rente et sur l'exploitation ensuite du capital. Et donc voilà, c'est un peu tout ce genre de débat que vous allez apprendre en macroéconomie. Vous avez peut-être déjà vu un peu ça en SES si vous étiez en terminale ES ou en première ES, mais vous allez avoir plein d'autres débats économiques qui vont se poser au cours de vos études d'économie et vous allez voir, c'est passionnant. Vous allez entendre plein de théories qui se rencontrent, de grands économistes qui vont entre eux se parler, se répondre. Je vous parlerai un peu plus tard de la courbe de Phillips, mais on voit déjà bien là avec l'exemple de Smith, de Malthus, de Ricardo, qui tous, partant d'un même constat, l'augmentation de la population, arrivent à des conclusions différentes. Vous allez voir que l'économie est une matière hyper ouverte, qui n'est absolument pas finie. Il y a énormément d'économistes qui tous les jours sortent de nouvelles théories, de nouvelles thèses. On a parlé là de l'épreuve, on n'est pas dans l'approche classique aujourd'hui, on est plutôt dans l'approche néoclassique, voire néolibérale ou contemporaine. Mais voilà, déjà à l'époque, vous voyez que ça dialoguait beaucoup et qu'il y avait énormément de... Je vois que vous êtes un certain nombre à nous avoir rejoints sur ce live d'ailleurs. Je vous dis bonsoir. N'hésitez pas donc à me poser vos questions. En 2 mots, je me représente. Je m'appelle donc Arthur de Neuville. Je suis là pour vous présenter les études d'économie à l'université. J'ai moi-même fait une bilicence économie allemand à l'université de Nanterre, à la suite de quoi j'ai passé les concours des écoles de commerce et j'ai intégré l'ESCP Europe, une grande école de commerce, la même que ceux qui ont fait une prépa, avec la voie des admissions parallèles. Et donc là, pour l'instant, je suis en train de vous expliquer un peu ce que c'est que les études d'économie à l'université et à quelle sauce vous allez être mangé si vous allez en éco-gestion l'année prochaine. Et ensuite, je vous expliquerai un petit peu en quoi consistent ces concours d'admission parallèle. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me parler dans le chat. Je vous entends, je vous lis, je vous écoute, je répondrai à toutes vos questions. Alors, je vais pouvoir continuer un petit peu sur qu'est-ce que c'est que les grands courants de la macroéconomie, matière qui sera enseignée au premier semestre de la L1 d'éco-gestion. Mais n'hésitez pas à me dire bonsoir et à me dire qui vous êtes. Je vois que vous êtes maintenant une quinzaine de plus à nous avoir rejoints. Et donc, je suis ravi pour ce live. Alors, après l'approche classique, on peut retrouver l'approche keynésienne. Keynes, vous savez, c'est cet auteur qui vient, après la crise de 29, écrire la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Et pour qui en fait, l'offre ne crée pas du tout sa propre demande. Il ne suffit pas de créer pour augmenter la croissance et donc l'emploi. Les entreprises, malheureusement, ne créent pas leur propre demande. C'est plutôt la demande anticipée par les entreprises qui vient créer le volume d'emploi. C'est-à-dire, un entrepreneur
lui va anticiper en fait ce que les consommateurs vont vouloir acheter et va produire pile la bonne quantité pour ne pas avoir de surproduction. Donc c'est une théorie différente et donc le marché seul lui-même ne conduit pas à l'optimum et donc Keynes est un des premiers à avoir prôné l'intervention de l'État, la relance économique et donc sera l'un des grands instigateurs, notamment des plans de relance à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pardon. Par exemple, le plan Marshall de reconstruction de l'économie trouve des inspirations dans les théories keynésiennes. Voilà, ça c'est une école qui est donc plutôt du milieu du XXe siècle, la première partie du XXe siècle, on va dire. Et ensuite, on a une approche plutôt néoclassique qui vient plutôt après le milieu du XXe siècle et qui apparaît suite à la révolution marginaliste. La révolution marginaliste, on en parlera après quand je vous parlerai de microéconomie, mais c'est une théorie qui dit que les individus, les agents économiques, en fait, la valeur qu'ils retirent, elle vient de leur utilité, du besoin et du plaisir qu'ils ressentent, de la satisfaction qu'ils ressentent à bénéficier de tel ou tel service ou à acheter tel ou tel bien. Alors que chez les classiques, la valeur, c'était le travail et non pas l'utilité. Donc voilà, vous voyez deux choses, encore deux concepts sur lesquels vont s'opposer ces économistes. Et donc, dans l'approche néoclassique, on nous dit que les agents sont rationnels, c'est-à-dire qu'ils ont des préférences pour un produit A que pour un produit B, qui sont quantifiables et on est capable d'imaginer leur raisonnement économique via des équations, et on y reviendra, c'est la naissance après notamment de la microéconomie qui naît également de la révolution marginaliste. Alors qu'est-ce que c'est quand on se met dans la tête d'un producteur? On va avoir, par exemple, une entreprise. Comment est-ce qu'elle va réagir en sachant qu'elle veut maximiser entre guillemets son utilité? Elle va embaucher en fait tant que sa productivité marginale du travail est supérieure au salaire. Ça veut dire que en fait tant elle va pouvoir produire à un coût supérieur au salaire, l'unité supplémentaire. Est-ce que si je produis une unité supplémentaire, elle va me revenir plus ou moins cher que le salaire que je vais engager dans mon ouvrier, et tant que c'est rentable. Donc voilà tout simplement comment une entreprise va réagir. À l'inverse, un consommateur, lui, va maximiser son utilité personnelle et il va, par exemple, comparer l'utilité marginale de deux biens pour hiérarchiser ses choix. Ça veut dire qu'il va juger, par exemple, entre une canette de coca, j'ai 1 euro à la boulangerie et je peux m'acheter soit une canette de coca, soit en fait un pain au chocolat. Je me rends compte que finalement le coca c'est peut-être de la gourmandise et que le pain au chocolat j'en ai réellement besoin parce que j'ai très faim. À ce moment-là, j'ai plutôt privilégié le pain au chocolat et aller boire au robinet dans le jardin pour maximiser mon utilité. Donc c'est des raisonnements aussi basiques que ça qui vont être tenus et qu'on va essayer d'expliquer via la microéconomie. Alors la macroéconomie, vous voyez que ça va être vraiment une farandole de concepts qui vont être enseignés. Et voilà des mots qui peut-être que pour aujourd'hui, pour vous, sont un petit peu flous, mais qui seront beaucoup moins flous après une licence d'économie à l'université, c'est certain. Le mot banque centrale, vous allez comprendre ce que c'est. Vous entendez parler souvent de la banque centrale. Bon, il y a maintenant la Banque de France, mais qui n'est plus la Banque centrale française puisqu'on a une monnaie européenne, mais c'est la Banque centrale européenne. Vous allez apprendre à savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'une politique de relance? Une politique de relance par l'offre, qui consiste par exemple à augmenter la productivité des entreprises en baissant par exemple leurs charges afin de stimuler l'emploi et la croissance. Ou une politique de relance par la demande, qui consiste à augmenter le pouvoir d'achat d'une population afin de lui permettre d'acheter davantage et de stimuler les profits des entreprises pour qu'elles puissent créer de l'emploi et donc de la croissance. Donc voilà, politique de relance par l'offre, politique de relance par la demande. Si aujourd'hui c'était pas encore très clair pour vous, demain avec une fac d'éco-gestion, ça sera vraiment clair comme de l'eau de roche, quoi. L'épargne, qu'est-ce que c'est que l'épargne? Aujourd'hui, l'épargne, bah oui, pour vous, c'est juste le fait de placer un petit peu d'argent sur un compte à la fin du mois. Mais en fait, l'épargne, c'est un grand agrégat économique qui est à prendre en compte dans les modèles macroéconomiques de tous les grands auteurs. Et donc, vous allez comprendre aussi ce que c'est que l'épargne au sens macroéconomique du terme. Le chômage naturel, tiens, voilà un concept. Est-ce qu'il existe du chômage naturel? Qu'est-ce que ça veut dire que le chômage naturel? Mais le chômage naturel, les économistes néolibéraux nous disent, en fait, espérer avoir 0% de chômage, c'est une utopie. Il est impossible de descendre à 0% de chômage. Le chômage zéro n'existe pas, nous dit-on. On nous dit que en fait c'est impossible d'atteindre ce taux-là parce qu'il existe un taux de chômage naturel. Par exemple, si une personne souhaite changer d'emploi, elle peut pas forcément changer d'emploi du jour au lendemain, puisqu'il va y avoir une période généralement de carence entre deux emplois. Et cette personne n'est pas seule à changer d'emploi au même moment. En France, ils sont des dizaines de milliers à changer d'emploi au même moment. Donc ça crée, si vous voulez, un stock latent de chômage. Il y a aussi les gens qui sont inaptes au travail ou qui n'ont pas envie de travailler. Et donc, on arrive comme ça
à terme à définir un taux de chômage naturel. Et donc selon ces économistes, par exemple Hayek de l'école autrichienne, on y est autour de 4,5%. On est en fait à un chômage nul parce que ce sont les frictions naturelles du marché, parce que le marché ne s'équilibre pas en permanence en temps réel. Donc vous allez apprendre ce que c'est que cette notion-là. Vous allez savoir ce que c'est que le capital, puisqu'en fait vous avez le travail et le capital qui sont les deux ressources. Le travail et le capital sont les deux ressources qui permettent de faire tourner une entreprise. Donc vous allez apprendre ça. Vous allez apprendre ce que c'est qu'une politique monétaire, comment une banque centrale peut jouer sur les taux d'intérêt pour créer d'emplois ou pour créer de la croissance. Et je vais vous donner un exemple juste après en vous montrant ce que c'est que la courbe de Phillips, qui est une des notions qu'on va apprendre en macroéconomie directement au premier semestre de L1 à la fac. Je vais vous parler également de politiques économiques en fac. Le PIB, vous allez apprendre ce que c'est que le PIB. Et vous allez vous demander, est-ce que le PIB est le meilleur indicateur du bonheur? Voilà, vous allez vous poser un peu les mêmes questions qu'en ES, sauf que cette fois-ci, au lieu de faire que de la dissertation, vous allez rentrer dans le concret et vous allez pouvoir faire des exercices et expliquer tout ça avec des équations. Alors, je ne vous vois pas encore complètement réagir dans le chat. Je vois que vous êtes plus nombreux, mais surtout n'hésitez pas à me poser vos questions, à vous présenter, à me dire dans quelle classe vous êtes. Est-ce que vous êtes en terminale? Est-ce que vous êtes en première? Est-ce que l'école de commerce vous l'envisagez après la licence d'éco-gestion? Est-ce que même la licence d'éco-gestion c'est un premier choix pour vous? Un deuxième choix, un plan B, un plan C? Qu'est-ce qui vous fait peur dans la licence d'éco? Qu'est-ce qui vous attire? Quelle fac vous voulez présenter? Assas, Nanterre, Sorbonne, Cergy, Descartes? Dites-moi un petit peu où vous voulez aller, où vous êtes en France sinon. Est-ce que vous êtes parent d'élèves peut-être? Dites-moi un petit peu, histoire de rendre cette conférence interactive. Je serais ravi de répondre à vos questions. Alors, qu'est-ce que c'est que la courbe de Phillips, justement? Je vais en parler, je vais vous donner un petit exemple d'un concept qu'on va apprendre en fac d'économie-gestion. Phillips, c'est un économiste qui, en 1958, a mis en évidence une relation inverse entre le taux d'inflation et le taux de chômage. C'est-à-dire que pour lui, beaucoup de chômage rime avec peu d'inflation, ou plutôt beaucoup d'inflation rime avec peu de chômage. Donc là, on se dit, bon, bah ok, lui, il a tout simplement fait une étude entre le taux de chômage et le taux de variation des salaires nominaux en Angleterre dans les années 50. Donc ça veut dire quoi? Le taux de variation des salaires nominaux, mais c'est la hausse des salaires. Mais qui dit hausse des salaires, dit forcément hausse des prix. Puisque si les patrons augmentent les salaires, forcément ils vont devoir augmenter les prix pour compenser. Et il a remarqué qu'il y avait une corrélation négative. Donc ça, c'est une statistique empirique. Il a fait un relevé et il a fait une droite et il a constaté ça. Et donc on pourrait se dire, waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Il suffirait de mettre en place des politiques monétaires pour faire baisser le chômage. Par exemple, si on se disait, il suffirait de créer de l'inflation pour faire baisser le chômage, ça serait magique. Bah allons-y, vive l'inflation, baissons le chômage. Alors comment ça marcherait ça? Bon, bah par exemple, imaginons que l'État veuille mener une politique monétaire qui consisterait, encore le micro, à réduire le chômage en augmentant l'inflation. Une seconde. Alors, comment elle pourrait faire, l'État? Il pourrait mener une politique de relance, par exemple, investir dans des grands travaux, ou alors mener une politique de relance monétaire en baissant les taux d'intérêt, et donc en augmentant la masse d'argent en circulation dans l'économie. Et donc, les agents, eux, voyant la masse d'argent augmenter en circulation de l'économie, forcément anticiperaient une augmentation des prix, et du coup, augmenteraient leur production, parce que ils se réjouiraient du coup des perspectives de croissance et de marché, ce qui viendrait, en augmentant les capacités de production, baisser naturellement le taux de chômage puisqu'ils devraient embaucher pour ça. Mais en fait, ce qui se passe, et donc là, on arriverait bien à une augmentation du prix et à une baisse du chômage, donc à une augmentation de l'inflation et à une baisse du chômage en même temps. Mais en fait, malheureusement, cette situation un peu idéale n'est pas juste. Elle n'est que de courte durée. D'abord, c'est quelque chose qu'on a observé dans les années 70. On a eu ce qu'on appelle comme phénomène la stagflation, c'est-à-dire la cohabitation d'inflation et de chômage. Et donc, c'est venu un petit peu détruire cette courbe de Phillips qui était, elle, d'inspiration keynésienne. Et notamment parce qu'en fait, les individus, certes, ils anticipent une hausse des prix, mais en réalité, on nous dit, la théorie quantitative de la monnaie, que en fait, la monnaie, c'est que du virtuel, si vous voulez. C'est l'État qui a créé ça virtuellement. C'est une illusion dans laquelle il a voulu nous faire tomber. L'État, en injectant des capitaux dans l'économie, en fait, selon ces économistes, c'est que du virtuel. L'État ne peut pas créer de la richesse, ne peut pas créer de l'activité. C'est qu'une illusion temporaire. Et donc, les agents reviennent à leur niveau de production antérieur parce qu'ils se sont rendus compte, entre guillemets, qu'ils étaient bernés. Et ensuite,
les prix, en revanche, eux, ne redescendent pas au prix d'origine, ce qui est une illusion. Et donc, voilà le genre de débat qui va occuper les économistes pendant des années. Et vous, en fait, quand vous allez être en fac d'éco, vous n'allez pas juste étudier ce que font les économistes, vous allez être un vrai acteur de ça, puisque vous allez pouvoir donner votre avis sur ce qu'on pense, les concepts, quels sont les concepts des uns et des autres. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Il y a une sorte d'esprit critique qui peut se développer en économie, à la fois à la lumière des concepts écrits en français comme ça, qu'à la lumière des équations. Alors, je vois que Laurence, bonjour Laurence, vous me posez la question, quid du problème du hors-secteur postulé à Paris quand on fait partie de l'académie de Créteil? Eh ben, alors je vais y revenir un tout petit peu plus tard, si vous restez avec moi, Laurence, parce que je reviendrai un petit peu sur les spécificités et du coup, je vous l'ai pas dit parce que vous êtes arrivé peut-être un peu plus tard, mais dans mon plan, j'ai prévu de parler des conséquences de Parcoursup sur la filière économie-gestion en Île-de-France. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard, peut-être d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Alors Bertie, quel était le rythme de travail dans mon cursus? Quel était mon emploi du temps, par exemple? Cette licence est mon deuxième choix. Je suis intéressé par la fac Cato à Lille ou à ça, c'est le collège d'économie. Alors, Bertie, je vais te répondre à ça. Juste un petit peu plus tard, je vais dire quelle fac d'éco j'ai choisir. Et là, je te promets, je te répondrai à ta question. Alors, je termine sur les présentations des matières de première année. On va attaquer la microéconomie. Maintenant qu'on a parlé de la microéconomie, c'est la branche de l'économie qui modélise les comportements des agents économiques, les consommateurs, les ménages, les entreprises et leurs interactions, notamment sur les marchés. Donc là, on va se mettre dans l'immersion d'un individu. Et en fait, on va se rendre compte que un individu, alors sur quoi se fonde ma microéconomie? Elle se fonde sur la grande théorie de l'homo economicus. L'homo economicus, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, nous dit que l'individu est un individu rationnel. En fait, qui cherche à atteindre des objectifs de la meilleure façon possible en maximisant les ressources qu'il a à disposition. L'homo economicus, qui serait du coup un homme de calcul, qui serait omniscient et qui aurait accès à toute l'information. Et donc qui est capable de maximiser sa satisfaction, il manque une petite lettre, en utilisant au mieux ses ressources, donc il maximise sa satisfaction, son utilité. Alors bon, la vision de l'homo economicus, qui est le postulat de base de la microéconomie, j'avoue, elle est un petit peu contestée. D'abord, un individu n'a pas forcément accès à l'intégralité de l'information sur un marché. On peut pas tout savoir et connaître tous les prix de tous les acteurs d'un marché, par exemple. Quand vous voulez acheter, j'en sais rien moi, un jeu vidéo, vous pouvez pas, malheureusement, même s'il y a des comparateurs sur Internet, connaître tout le prix de toutes les petites boutiques et également de votre voisin sur le bon coin. Enfin, voilà, l'information, elle est parfois lacunaire. De même, on n'a pas toujours des comportements qui sont rationnels. On peut avoir des comportements qui sont liés à des émotions. Et à ce moment-là, si on a des émotions, ça nous arrive tous d'avoir des émotions, on n'agit pas forcément de manière rationnelle. Donc l'homo economicus, c'est un beau modèle dans un livre, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Moi, je suis pas un homo economicus, par exemple. Je fais plein de choix complètement irrationnels. On a aussi des comportements irrités. On a des comportements irrités de sa famille, de sa culture. On agit comme ça parce que ses parents ont agi comme ça, ou qu'on nous a dit d'agir comme ça. On n'agit pas tous selon ses propres calculs, on n'a pas tous les mêmes variables. Donc les individus ne sont pas forcément tous homogènes. L'homme n'est pas qu'un simple calculateur. Mais néanmoins, si on parle de cette théorie, on peut faire des choses hyper intéressantes. Par exemple, imaginons un braqueur de banque qui veut braquer une banque. Donc en fait, il va faire un choix, ce braqueur de banque. Son choix d'abord, c'est de braquer ou pas cette banque. Et pour faire ce choix, faut pas croire. En fait, ce braqueur de banque, il fait un calcul dans sa tête. Et ce calcul, c'est le fruit d'un raisonnement microéconomique. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va estimer? Quelle équation il va faire? Eh ben, il va calculer, d'abord, il va estimer sa probabilité de réussir et sa probabilité de rater. D'accord? Et il va, en fonction de cette probabilité qu'il estime, l'intégrer dans un calcul. Il va également estimer le montant du butin qu'il espère avoir dans le coffre de la banque. Selon qu'il y a 1000 ou 1 million d'euros dans le coffre, c'est pas exactement la même chose. C'est pas la même manière dont on doit faire le calcul. Il estime le risque de se faire avoir, il estime le butin, et il estime également, potentiellement, le risque de la peine la sanction qu'il encourt, au cas où il se ferait avoir, combien d'années de prison. S'il y va avec une arme ou sans arme, eh ben, il n'aura pas la même probabilité. Et donc, en fait, inconsciemment, le braqueur de banque, il va faire un calcul microéconomique et il va se dire j'y vais ou j'y vais pas. Ben, c'est exactement pareil avec un vendeur ou un acheteur. Ils vont se dire j'y vais ou j'y vais pas en fonction de critères qui vont consister à maximiser leur utilité. C'est exactement ça la microéconomie. Donc, vous allez voir, c'est assez marrant et je vais vous donner deux petits exemples juste par la suite. D'abord, un exemple à l'échelle d'un individu, avec le dilemme du prisonnier, comment deux individus interagissent entre eux. Et ensuite, je vous donnerai un exemple à l'échelle d'une entreprise. Comment on tient un raisonnement microéconomique pour une entreprise. Alors, le dilemme du prisonnier. Donc là, le problème, c'est que deux prisonniers sont complices d'un crime. Ils sont là, ils sont arrêtés, et ils sont retenus dans deux cellules séparées, et ils peuvent pas communiquer entre eux. D'accord? Donc, ils sont tous les deux dans une cellule.
l'autorité pénitentiaire offre à chacun des prisonniers les choix suivants. Si un des deux prisonniers dénonce l'autre, et que l'autre ne le dénonce pas, il est remis en liberté, alors que le second obtient la peine maximale de 10 ans. Si en revanche les deux prisonniers se dénoncent entre eux, ils seront condamnés à une peine plus légère, de 5 ans. Et si en revanche les deux refusent de se dénoncer, faute de preuves possibles, le tribunal les condamnera que à la sanction de 6 mois. Donc on imagine bien que là, ils auraient tout intérêt, s'ils pouvaient se concerter entre eux, à maximiser l'utilité de leur groupe et donc à minimiser la peine à 6 mois chacun. Donc voilà la représentation des utilités des suspects 1 et 2. On voit bien ici moins 1,5 dans le cas où tous les deux se taisent, qui est la situation optimale au sens de Pareto pour la situation donc globale. Vous avez moins 10, 0 ou 0 moins 10 dans le cas où l'un dénonce l'autre et pas l'autre. La pire des situations, j'ai envie de dire. Et dans le cas où tous les deux se dénoncent, moins 5 ans. Alors maintenant, comment vous réagir, comment vous raisonnez chacun de ces deux prisonniers? Le prisonnier 1, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, le prisonnier 2, s'il me dénonce, qu'est-ce qui se passe? Si le prisonnier 2 me dénonce, si moi je me tais, alors qu'il m'a dénoncé, je vais faire 10 ans de prison. Alors que si je le dénonce aussi, on va faire chacun 5 ans de prison. Donc si jamais il me dénonce, je sais pas ce qu'il va faire, mais si jamais il me dénonce, j'ai tout intérêt à le dénoncer aussi, pour éviter de me prendre 10 ans et d'en prendre que 5. Donc dans le cas où l'autre le dénoncerait, il va le dénoncer. Et il se dit, si l'autre me dénonce pas, si je le dénonce, si je me tais, si je le dénonce pas, on va prendre 6 mois chacun. Bon. Mais si je le dénonce, et que lui ne me dénonce pas, je suis carrément libre, je m'en vais, merci, au revoir, je sors libre ce soir. Et donc, en fait, quel que soit le cas de figure, il a intérêt à dénoncer son partenaire. Et du coup, en fait, les deux vont se dénoncer, et on va arriver à la situation non optimale au sens de Pareto, moins 5, le coin en bas à droite de l'écran, où en fait, qui nous démontre que si chacun poursuit son intérêt individuel, le résultat obtenu n'est pas forcément optimal, et donc le surplus social n'est pas maximisé. La somme des utilités individuelles n'est malheureusement pas égale au surplus total social. Et donc, on étudie ensuite en microéconomie comment les individus agissent entre eux, et donc c'est passionnant de voir ensuite comment les décisions sont faites. Et ça s'applique dans plein de domaines différents, la théorie des jeux. Par exemple, la politique de prix. Vous savez que les deux entreprises qui sont sur un marché n'ont pas le droit de s'entendre sur les prix, par exemple. Si deux entreprises baissent leur prix, en fait, elles sont toutes les deux perdantes car les effets de la baisse de prix s'annulent. Vous savez que souvent, pour une entreprise, baisser les prix, ça revient à augmenter sa part de marché. Logiquement, quand des prix baissent, des consommateurs vont davantage acheter d'un produit plutôt qu'un autre parce que son prix a baissé et donc ils vont augmenter leur part de marché. Mais donc, il y a toujours un calcul d'une entreprise par rapport à l'autre, c'est-à-dire, mais moi, si je baisse mais que l'autre aussi, je suis perdant. Et donc, c'est toujours ce genre d'arbitrage qui vient avoir lieu. Ou dans un sport, imaginons une course du Tour de France, on a deux échappés qui sont là, mais qui sont pas de la même équipe. Les deux échappés, soit ils peuvent collaborer, mais ils ont moins de chances de gagner l'étape parce qu'ils vont se fatiguer, soit ils collaborent pas, mais ils ont plus de chances de gagner l'étape individuellement, mais moins de chances de faire arriver leur échappé au bout. Et donc tout ça, ce genre de calculs sont des calculs qu'on va faire et qu'on va appliquer après en fac d'économie. Alors, et là, avant de terminer et de parler un petit peu au-delà des études d'économie à l'université, quelles sont les bonnes licences d'économie-gestion, comment les choisir, quelles sont les différences entre les licences privées, les licences publiques, et comment s'inscrire sur Parcoursup. Je vais quand même vous donner un dernier exemple d'un sujet de microéconomie qui va tomber en partiel, l'exemple type d'un sujet de microéconomie en partiel. Alors ça, pour info, pour anecdote, comme je vous ai raconté, quand j'étais en fac d'éco-gestion, après j'ai passé des concours pour les écoles de commerce et j'ai passé le concours d'HEC et de l'ESCP, et ça c'est le sujet qui est tombé pour moi au concours d'HEC et ESCP en microéconomie, et je vais vous montrer, j'avais eu une bonne note, comment il faut approcher un tel sujet. Le sujet, c'est: doit-on taxer le profit des entreprises? En voilà un sujet. On pourrait se dire, oulala, doit-on taxer le profit des entreprises? Voilà une dissertation qui m'a l'air hyper politique. Les profits, les patrons, le CAC 40, qu'est-ce que je vais dire? Doit-on taxer les profits des entreprises? Est-ce que je fais de la philo? Est-ce que je fais de la politique? Est-ce que je parle des politiques récentes et tout? Alors que non, là, on est bien dans un devoir de microéconomie. Donc on attend de nous une approche rationnelle et chiffrée. Et donc la réponse à cette question, doit-on taxer le profit des entreprises, sujet de microéconomie au sens propre du terme, elle est un peu différente en fait de oui ou de non. On va plutôt s'intéresser à la situation du marché plutôt. Et on va se dire,
Eh ben, en fait, la microéconomie distingue trois grands cas de figure. Une économie parfaitement concurrentielle, dans le cas où beaucoup d'entreprises sont là pour vendre leurs produits à beaucoup d'acheteurs. Et dans ces cas-là, je vous l'expliquerai juste après, mais le profit à long terme est nul et donc il n'y a pas de profit à taxer. Dans le cas d'un oligopole, c'est-à-dire un oligopole, c'est quand quelques entreprises dominent un marché, effectivement, il y a un profit qui se crée et là, il faut bien le taxer. Et dans le cas du monopole, mais il faut distinguer les monopoles naturels qui ont une légitimité sur le marché parce que en fait, les économies d'échelle sont telles que l'entreprise, une seule entreprise est à même de pouvoir proposer un bien et un service rentable et qui s'adresse à tous. Par exemple, c'est le cas, j'imagine, de la Poste et de monopoles illégitimes qu'il faut absolument taxer. Alors, comment on répond à cette question? Doit-on taxer le profit des entreprises? Et donc, on s'intéresse d'abord au cas de la concurrence pure et parfaite. La concurrence pure et parfaite, c'est une situation microéconomique dans laquelle on nous dit qu'on a un critère d'atomicité qui est respecté. L'atomicité, ça veut dire qu'on a énormément de vendeurs et énormément d'acheteurs sur un marché, ce qui crée un ajustement automatique des prix entre ce très grand nombre de vendeurs et ce très grand nombre d'acheteurs. Les produits sont homogènes et l'information est transparente, ce qui permet cet ajustement justement. Et donc ça, c'est une situation un peu idéale, utopiste de la théorie libérale, c'est la concurrence pure et parfaite. Alors, qu'est-ce que nous dit la concurrence pure et parfaite sur l'existence d'un profit pour les entreprises? Elle nous dit qu'à court terme, effectivement, il existe un profit sur le marché qui fait que tant qu'il y a du profit, il y a une nouvelle entreprise qui vient rentrer sur le marché. Il y a une nouvelle entreprise qui se lance. Tant qu'il existe du profit sur le marché, par exemple, de la cigarette électronique, il y a une nouvelle boutique qui va s'ouvrir. Et au bout d'un moment, il y a tellement de boutiques de cigarettes électroniques qui ont ouvertes dans les rues qu'il n'y a plus de profit parce qu'il y a pile autant de vendeurs que d'acheteurs. Enfin, l'offre est égale à la demande et le profit devient nul à long terme en fait. Donc à court terme, il y a un profit, mais comme il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché, la production augmente, les prix baissent. Et ben oui, plus il y a de cigarettes électroniques, plus les prix vont baisser parce que ce qui est rare est cher et ce qui est pas cher n'est pas rare. Logiquement, et donc on va à long terme arriver à une situation où le prix est égal au coût marginal de production. Produire une cigarette électronique supplémentaire va pile correspondre au prix auquel je la vends, et donc mon profit est nul à long terme. Et donc, pour répondre à la question microéconomique qui m'était posée, doit-on taxer le profit des entreprises? Je réponds que dans une situation de concurrence pure et parfaite, il n'y a pas de taxe à imposer aux entreprises, tout simplement parce qu'elles ne réalisent pas de profit. Voilà comment répondre à cette question pour la situation microéconomique de concurrence pure et parfaite. Mais malheureusement, tous les marchés ne sont pas en concurrence pure et parfaite. Souvent, on a des marchés qui sont en oligopole avec quelques vendeurs pour un très grand nombre d'acheteurs. Donc ça, c'est des situations assez classiques qu'on va retrouver par exemple avec SFR, Bouygues, Orange et Free. Ils ne sont que 4 opérateurs pour des millions de consommateurs en France et ils peuvent un petit peu, comme ils veulent, dicter les prix. Et c'est pour ça qu'on avait dit, ouais, c'est super en France de faire rentrer un quatrième acteur sur le marché des télécoms parce que ça va nous permettre d'avoir une meilleure concurrence, d'avoir plus de concurrence entre les acteurs qui à la fois vont être incités à plus innover, mais aussi ça va peut-être faire tirer les prix à la baisse. Alors, dans le cas de l'oligopole, la demande justement elle est supérieure à l'offre et donc les entreprises sont indépendantes les unes des autres. Elles sont pas price maker, mais elles sont pas price taker, elles sont pas dépendantes du prix, mais elles sont indépendantes. Elles peuvent fixer leur propre prix. Et donc, elles ont des économies d'échelle qui peuvent être réalisées et les marchés ont souvent tendance à se concentrer. Et les entreprises ont tendance à s'absorber entre elles. Et donc, il y a la naissance d'un profit et l'établissement souvent de barrières à l'entrée sur le marché. Et oui, si on est 3 sur un marché, si on est Pepsi et Coca, eh ben, on n'a pas forcément envie qu'il y ait un troisième gros acteur qui vienne s'incruster sur le marché. Si on est Henkel, Procter & Gamble ou Unilever qui sont les 3 acteurs qui trustent aujourd'hui le gros marché des lessives, on n'a pas forcément envie de laisser plein de petits entrants pouvoir rentrer, donc on va établir des barrières à l'entrée en maintenant des niveaux de prix élevés ou en ayant des brevets par exemple. Et donc on a un profit qui naît. Et oui, là en l'occurrence, on a du coup un surplus du producteur, qui est une notion économique qui veut dire que les producteurs réalisent des profits dans cette situation d'oligopole. Et oui, donc là, dans ces cas-là, l'État devrait taxer le profit des entreprises en situation d'oligopole parce que les producteurs réalisent des surplus de profits. Attention, on peut noter que l'oligopole peut être soit hyper concurrentiel. Par exemple, dans les logiciels informatiques, on constate que les grands concepteurs d'ordinateurs font une guerre sans prix, sans merci sur le prix des produits. Et donc là, on a une vraie situation de concurrence. Donc là, a priori, il n'y a pas tant de profit que ça.
En revanche, sur des marchés où on est sur des cartels, comme c'est un petit peu le cas, on l'a appelé les cartels des lessives, à une époque d'ailleurs où ces trois grands fabricants, Procter, Unilever et Henkel, s'entendaient sur les prix à la hausse, ce qui est gravissime et ce qui est une entente grave aux règles de libre concurrence européenne. Là, pour le coup, il fallait absolument réagir et non seulement sanctionner, taxer fortement ces entreprises, mais les sanctionner, à mon sens en tout cas. Et je pense que c'est un raisonnement qui se prouve par les chiffres, par les faits et par la microéconomie. Enfin, troisième axe de réponse pour cette question, doit-on taxer le profit des entreprises, cette dissertation de microéconomie? Il y a le cas du monopole. Le monopole, c'est quand on a un seul vendeur exclusif et un nombre important d'acheteurs. Donc, à distinguer, par exemple, d'un cas assez proche qui serait une position dominante. Et donc le monopole, il date de l'époque féodale où au début on avait des corporations, le seigneur qui protégeait ses administrés, ensuite des corporations de profession, le colbertisme, pardon, une petite orthographe, jusqu'au monopole public. Et là, il faut distinguer le monopole naturel, les économies d'échelle. Plus l'entreprise produit, moins le coût unitaire est élevé. C'est le cas par exemple des chemins de fer. Plus vous produisez de chemins de fer, moins ça vous coûtera cher ensuite d'apprêter des trains. Voilà. Donc c'est le cas où vous avez des économies d'échelle qui permettent de répartir les coûts fixes sur des volumes importants. Et donc là, on pourrait se penser que parfois une nationalisation d'une entreprise peut être légitime. En tout cas, dans le cas d'un monopole, la question se pose. Et donc, il y a le problème du monopole, souvent, c'est qu'il n'y a pas de stimulation à l'innovation. On dit qu'elle est price maker, l'entreprise, elle fait ce qu'elle veut. Alors même qu'en situation de concurrence, la stratégie de différenciation, par exemple, permet de se créer des monopoles provisoires. En gros, l'innovation, en général, elle est créée par la stimulation, par la compétition, par les autres. Si vous avez un adversaire, il va vous pousser à vous dépasser en permanence. Mais c'est pareil sur le cas d'un marché. Quand vous n'êtes pas seul, les autres innovent, vous êtes obligé de les rattraper et donc il y a une émulation positive qui se crée. Et donc souvent, le fait qu'il y ait peu d'innovation, ça pousse les entreprises à, entre guillemets, se reposer sur leur laurier et parfois une rente s'installe et en cas de monopole, donc il est hyper légitime de la taxer. Voilà comment on peut répondre à cette question en ayant une approche microéconomique. Donc je voulais vous montrer un petit peu ce que c'était que la fac d'éco. Vous allez voir, c'est passionnant. Alors après, vous allez avoir aussi des matières complémentaires en fac d'économie. Vous allez avoir l'initiation au droit économique, par exemple. Vous allez avoir de l'anglais, vous allez avoir de la LV2, vous allez avoir de l'histoire économique, de l'informatique, du management des organisations, de la compta, de la gestion. Vous allez voir qu'au fur et à mesure de la L2, vous allez avoir des petites matières de gestion qui vont arriver et qui vont vous permettre ensuite de vous spécialiser soit en éco, soit en gestion pour la troisième année, si vous êtes dans une fac qui distingue éco et gestion seulement à partir de la L3, comme c'est le cas par exemple à Assas ou à Nanterre. Alors, choisir sa fac d'économie. Donc là, Bertie, si tu es encore là, je vais te répondre. Effectivement, il y a des universités publiques et des économies et des universités privées. Donc, la Cato à Lille, c'est une fac privée et j'ai envie de dire c'est la meilleure licence d'économie privée. En général, les meilleures licences d'éco-gestion sont celles qui sont en dessous. C'est Assas, Nanterre, Sorbonne et Dauphine, les 4 meilleures licences d'éco-gestion en France. À Paris. Après, il y en a aussi des bonnes en province, évidemment, mais à Paris, ce sont les meilleures. Mais c'est vrai que la Cato de Lille aussi est pas mal et en plus, elle intègre une prépa pour les concours des écoles de commerce. Donc en ça, c'est une bonne formation, assez pratique puisqu'elle qu'elle permet à la fois de passer les concours des écoles de commerce et à la fois d'obtenir une licence d'éco-gestion. Donc c'est pas mal la Cato de Lille, mais bon, moi je te recommande quand même une fac publique. Ça, c'est le collège d'économie. En revanche, ça, c'est vraiment top. C'est très sélectif. Je crois qu'il faut une mention bien ou très bien pour pouvoir y rentrer. J'ai oublié. Mais c'est une très bonne formation dans laquelle tu seras bien encadré. Mais la fac d'éco-gestion de Nanterre ou celle de la Sorbonne sont vraiment aussi tout aussi bien que celle d'Assas. Pas forcément que le collège d'économie, mais c'est aussi bien de faire Nanterre en économie que Assas. Assas, c'est vraiment une excellente fac, mais surtout pour le droit, plus que pour l'économie-gestion. Alors, et donc, ce que je vous disais, économie ou gestion. Donc, moi, je vous conseille plutôt une fac d'économie, c'est plus intéressant. Je viens de vous faire un petit exercice de macroéconomie, un petit exercice de microéconomie. Et donc, vous avez vu un petit peu ce qui vous attend. C'est très théorique, c'est intéressant, c'est passionnant. La gestion, c'est plus à l'apprentissage de l'entreprise. Et ça, je vous conseille plutôt de le faire dans un deuxième temps en école de commerce. Alors, il y a une stratégie qui peut consister en L3 à s'orienter en gestion, histoire de pouvoir avoir un peu plus de temps pour préparer les concours. Parce que oui, c'est vrai que la gestion, c'est un petit peu plus facile que l'économie. D'accord? Une fac de gestion, c'est plus simple à valider. Et donc, vous allez pouvoir plus facilement vous orientez ensuite vers une école de commerce si vous avez plus de temps à préparer les concours, mais d'un autre côté, vous compensez avec un bon dossier en étant resté en économie. Donc voilà. Mais si vous voulez un super dossier pour pouvoir faire une école de commerce après, intéressez-vous, par Dieu, intéressez-vous
aux bilicences. Les bilicences, j'en ai listé un certain nombre ici. Moi, j'ai fait une bilicence économie allemand à Nanterre, mais vous avez aussi économie anglais, économie espagnole et économie chinois à Nanterre, qui sont des super bilicences. C'est pas une double licence, c'est une bilicence. Vous avez des horaires aménagés où vous apprenez à la fois les fondamentaux de l'économie et les fondamentaux de l'économie dans la langue concernée. Vous avez aussi des doubles licences. Alors là, le Saint Graal, les meilleures doubles licences pour pouvoir intégrer ensuite une école de commerce ou Sciences Po, ça va être effectivement la bilicence droit éco. Là, vous allez avoir, c'est extrêmement exigeant et sélectif parce que ça nécessite à la fois d'avoir des capacités de recul et d'abstraction et de conceptualisation pour réussir des études de droit, mais aussi des capacités d'analyse, de rigueur et de mathématiques pour réussir ces études d'économie. Donc la bilicence droit éco, ce sont des super cursus qui permettent de travailler après ou d'intégrer les toutes meilleures écoles, qu'on veuille continuer dans le droit vers le droit des affaires par exemple, ou qu'on veuille abandonner le droit mais juste avoir eu cette formation juridique auparavant. Éco-géo, tiens, ça c'est une... Alors, éco-droit, vous allez retrouver ça à la Sorbonne, à Nanterre ou à Assas, et dans la plupart des grandes facs de France qui ont éco et droit, vous avez cette bilicence qui est possible. Donc, allez-y, regardez, les procédures d'admission sont sélectives et nécessitent de s'intéresser à chacune d'entre elles précisément sur leur site web. Éco-géo, c'est une super licence, moi qui m'aurais passionné à la Sorbonne, qui propose aussi éco plus droit, éco plus histoire, vous vous rendez compte, éco plus maths ou éco plus cinéma. Moi, j'ai plein d'amis qui travaillent aujourd'hui dans le cinéma, qui ont fait une école de commerce et qui ensuite ont assouvi leur passion en allant travailler dans les métiers de la production, dans le ciné. Donc voilà, l'école de commerce, ça va vous ouvrir ensuite potentiellement à plein de métiers différents. Mais si vous êtes vraiment passionné de cinéma, vous pouvez d'ores et déjà vous tourner vers cette bilicence éco-cinéma qui vous permettra ensuite soit de passer les écoles de commerce, soit pourquoi pas, même de rattraper en admission parallèle des écoles comme la FEMIS ou l'école Louis Lumière qui vous permettront ensuite de devenir réalisateur. Enfin, voilà, toutes les portes sont encore ouvertes à vous. Vous êtes en terminale et vraiment vivez vos rêves et n'hésitez pas à me poser vos questions là si vous en avez encore d'autres. Alors l'université, qu'est-ce que c'est? C'est clair que ça nécessite une grande autonomie pour réussir, parce que vous allez certes obtenir un épanouissement intellectuel, mais ça va nécessiter pour vous d'apprendre seul et d'être autonome. Vous allez faire des recherches, passer du temps libre. Vous allez avoir aussi pas mal de temps libre pour vous à consacrer à vos centres d'intérêt. Je vais y revenir après pour la présentation des concours, mais c'est hyper important pour vous de développer vos centres d'intérêt personnels, de continuer le sport que vous faisiez, de continuer à jouer de l'instrument de musique que vous faisiez à côté. Vous allez avoir le temps à la fac de le faire. Salut Tofé, écoute, tu me demandes de te coiffer, de me coiffer. Pourtant, je me suis coupé les cheveux assez récemment et j'avoue, c'est pas facile de se coiffer quand on est en live. Mais écoute, j'espère que en tout cas le fond de mon propos t'intéresse. Si tu as une question à me poser, je suis ravi de pouvoir y répondre. Donc vas-y, n'hésite pas. Je suis content en tout cas que tu me suives et que ma coupe te plaise. Alors. Et donc, ce que je disais sur l'université, donc c'est qu'il faut absolument continuer à employer son temps libre, à cultiver ses propres passions, ses propres activités extrascolaires, ces engagements qu'on a, parce que ça va compter pour les concours plus tard d'admission parallèle. Et les inconvénients de l'université, ouais, c'est clair que c'est un faible encadrement. Vous avez des cours qui sont facultatifs, des contrôles de connaissances qui sont plus rares que lycée, et donc aussi qu'en BTS par exemple, ou qu'en DUT, ou qu'en école de commerce post-bac. Et donc vous avez un taux de sélectivité qui est important. Voilà, seuls 30% des élèves obtiennent leur licence en 3 ans. Et donc c'est assez casse-gueule. Il faut beaucoup travailler pour réussir à l'université, mais c'est un cursus ô combien passionnant. Alors que faire ensuite après une fac d'éco-gestion? Vous pouvez avoir différents profils. Si vous voulez poursuivre un master à l'université après votre licence, vous pouvez tout à fait. Et là, il y a 2 profils possibles. Il y a le profil enseignement-recherche. Celui qui va poursuivre des études d'économie parce qu'il a envie de creuser une des questions, par exemple le lien entre inflation et chômage que j'ai présenté tout à l'heure via la courbe de Phillips. Personne qui aurait passé du temps à étudier ces sujets et qui voudrait apporter son éclairage personnel à cette question et donc qui voudrait devenir professeur d'économie, tout à fait possible, pour enseigner dans le secondaire ou à la fac ou en école. Ou alors vous voulez, vous êtes un profil plutôt vous voulez continuer à la fac vers une filière spécialisée, par exemple en finance. À l'université de Nanterre, vous avez un excellent master en finance. Si vous voulez être trader, en middle office ou en front office, il n'y a pas forcément besoin de faire une grande école de commerce. Vous pouvez tout à fait faire un master à l'université, à Nanterre ou à Dauphine, et ce sera tout à fait suffisant. L'école de commerce, elle, qui va vous ouvrir un peu les yeux sur tous les fondamentaux du management, n'est pas forcément nécessaire pour aller faire de la finance plus tard. Voilà. Alors ça, c'est pour ceux qui voudraient poursuivre en master à l'étranger, mais il y a aussi évidemment les admissions parallèles. Alors qu'est-ce que c'est que les admissions parallèles? Admission parallèle, admission directe, admission sur titre, tout ça c'est exactement la même chose. Ça désigne la possibilité pour les étudiants
qui ne sont pas passés par la classe prépa, de pouvoir intégrer une grande école de commerce, et la même que ceux qui ont fait une prépa, mais sans être passés par cette classe prépa, et donc d'avoir le même diplôme que eux au bout du compte. Donc, vous avez exactement le même diplôme, mais sauf qu'en plus, vous avez deux diplômes, puisque vous avez votre licence, et vous avez en plus le diplôme d'école de commerce. Donc, ça fait de vous des doubles diplômés qui sont hyper prisés sur le marché du travail. Donc, c'est une vraie opportunité aujourd'hui, les admissions parallèles. Et donc, il convient de s'y intéresser. Je vais vous le décrire un petit peu et de choisir les bonnes licences d'éco-gestion pour pouvoir intégrer les meilleures écoles en admission parallèle. D'abord, je voulais vous dire que c'est une opportunité qui est bien réelle. Aujourd'hui, parmi les étudiants qui rentrent dans les grandes écoles de commerce, il y en a à peu près 40% de ces diplômés qui sont entrés non plus par la classe préparatoire classique ECE ou ECS, mais bien après une licence à l'université, un BTS ou un DUT. Et là, l'exemple que je voulais vous citer, c'est l'exemple que vous voyez en deuxième ligne, là, c'est le 420 que vous voyez au milieu de la slide, à l'EM Lyon, qui est la 4e meilleure école de commerce en France. Cette année, au concours, il y a 420 places. 420 places, c'est autant de places que de places qu'il y a réservées aux étudiants qui sortent de prépa. 50-50. Vous vous rendez compte pourquoi ils ont fait ça? Alors, l'EM Lyon, pourquoi ils font ça? Parce que c'est une école, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est super, dont les valeurs principales sont l'innovation, l'entrepreneuriat, la création de projets. Et ils se sont rendus compte que les étudiants qui n'avaient pas forcément voulu faire de prépa après le bac, mais qui étaient passés par la fac, avaient toutes les qualités des managers qui étaient recherchés aujourd'hui dans les entreprises et qui étaient là, créatifs, innovants, qui étaient des moteurs, qui avaient pu s'épanouir à côté de leurs études à la fac et qui étaient parfois un peu moins scolaires ou analytiques que leurs collègues qui étaient partis en classe prépa. Donc ça correspond à une vocation et donc là vous pouvez regarder un petit peu le nombre de places qui est là donné dans chaque école. À l'ESSEC par exemple, deuxième meilleure école de commerce, vous avez 120 places, donc c'est pas négligeable. Alors, les critères qui président pour les classes, pour les concours d'admission parallèle, ils sont vraiment hyper différents des critères de classe prépa. En fait, en classe préparatoire, ce qui va compter, c'est des critères uniquement scolaires. On va vous évaluer, vous savez, sur une disserte, en gros, de culture générale et d'éco ou de droit, et à côté sur des épreuves de maths et de langue, et on va regarder vos moyennes à l'écrit, vos moyennes, et vous allez être déclaré admissible ou non dans les écoles en fonction de ces moyennes-là. Alors que en admission parallèle, dans les écrits, on va inclure votre dossier et en fait qui vous êtes, les études que vous avez fait, les langues que vous parlez, les voyages que vous avez fait, les activités extrascolaires que vous avez eues, les engagements que vous avez pu prendre, les instruments de musique que vous jouez et tout. Tout ça, ça va rentrer en compte dans votre dossier et en fait les écoles de commerce, les mêmes que ceux qui ont fait une prépa, vont s'intéresser à votre personnalité dès la sélection des écrits. Et donc, c'est des critères hyper humains. Et c'est pour ça que je vous disais qu'une fac d'éco-gestion est tout à fait compatible avec la poursuite de vos engagements et de vos passions personnelles à côté de vos études. Et si, par exemple, vous faites beaucoup de danse à côté de vos études, là, pendant le lycée, et que vous voulez pas aller en classe prépa à cause de ça, mais c'est une excellente raison pour aller en fac et vous dire que vous passerez plutôt par les admissions parallèles parce que vous avez envie de capitaliser sur vos passions pour plaire aux écoles et ensuite, pourquoi pas, avoir un projet professionnel en rapport avec ses passions. Et donc là, vous allez avoir un profil hyper intéressant aux yeux des écoles dans ce cas-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais juste vous remontrer un petit peu ce schéma. Vous voyez que l'étudiant qui sort de son bac, celui qui fait la voie royale, qui passe par les CPGE, il fait bac plus 1, bac plus 2, et il rentre en école. En équivalent bac plus 3, c'est la première année de grande école. Donc c'est la gauche de ce tableau-là. Si on regarde un petit peu ce qui se passe quand on est à l'université, effectivement, quand on est en L2, vous voyez qu'il y a une passerelle pour rentrer en première année de grande école, en même temps que les étudiants qui sont sortis de prépa. Mais là, moi, je vous le déconseille fortement. C'est trop dommage quand on est en fac d'éco-gé en deuxième année d'abandonner la prépa, d'abandonner la fac, pardon, pour une école, parce que du coup, on n'a pas de diplôme. Vous savez que maintenant que le DUG a été supprimé, on a un diplôme qu'à la fin de son bac plus 3 quand on est en licence. Et du coup, c'est un peu dommage de pas être ce double diplômé dont j'ai parlé tout à l'heure. Et de finalement renoncer à sa licence, d'autant plus que par les concours AST1 que vous voyez là, qui permet de rentrer en première année de grande école, il y a un petit truc qui n'est pas écrit sur cette slide, mais c'est qu'on peut pas passer le top 5 des écoles de commerce. Donc c'est trop dommage de pas aller au bout de sa licence et de pas passer le top 5 des écoles de commerce. En revanche, quand on est en L3 ou en M1, comme vous le voyez là à droite du slide, vous avez la possibilité de passer les concours AST2 qui vous permet de rentrer en deuxième année de grande école et donc d'intégrer de rejoindre les étudiants qui sont sortis de prépa l'année suivante et d'avoir le même diplôme qu'eux, le diplôme de grande école, exactement le même, mais en faisant un an de moins dans l'école, simplement. Et là, pour le coup, vous serez vraiment double diplômé d'une licence et du diplôme d'école de commerce. Donc voilà, ce petit slide, je pense qu'il vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair pour quand est-ce qu'on passe les concours.
Alors, les épreuves d'admissibilité pour ces concours-là, si vous avez des questions, je vous les donne. En gros, vous avez des tests d'aptitude qui sont le fameux TAGE-MAGE, les épreuves de langue, les dossiers de candidature, les épreuves littéraires ou les épreuves à option. Et ça, je serais ravi d'y revenir plus en détail avec vous dans une conférence sur les admissions parallèles que j'anime. Allez sur la page mesétudes.com. Vous verrez que régulièrement, je donne des lives sur les concours qui permettent d'intégrer une grande école de commerce après une fac. Et là, je rentrerai beaucoup plus dans le détail de toutes ces épreuves. Et après, si vous êtes déclaré... Oups, là, j'ai fait tomber mon micro, excusez-moi. Si vous êtes déclaré admissible, vous avez la phase d'admission et à ce moment-là, vous avez les entretiens de personnalité. C'est pas très pratique ce micro là, les fils s'en mêlent. Les entretiens de personnalité, les entretiens d'anglais et les entretiens de LV2. Alors, du coup, vous me demandiez, c'était Laurence, quid du problème du hors-secteur postulé à Paris quand on fait partie de l'Académie de Créteil. J'y viens tout de suite en vous parlant des conséquences de Parcoursup sur la filière économie-gestion. Et d'abord, ce que je vais vous dire, c'est que c'est une filière qui est en tension au niveau de l'Île-de-France. En tension, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de places proposées en fac d'éco-gestion en Île-de-France que d'étudiants qui veulent y rentrer. En 2017, pour info, il y avait à peu près, il y a 500 places à peu près à Assas pour environ 5000 candidats en éco-gestion. On est à la Sorbonne plutôt autour de 600 places pour 10 000 candidats, donc vous voyez à quel point c'est demandé. Et à Nanterre, 500 places pour 6 000 candidats, donc c'est une filière qui est en tension. Parcoursup a supprimé justement le tirage au sort et la sélection désormais se fait sur dossier. Alors le poids de l'académie d'origine, il y a un quota qui heureusement est fixé par le recteur d'académie, et là c'est là que je vais vous répondre, pour les candidats hors académie. Les candidats qui sont pas dans l'académie et qui ont un bon dossier, qui vont rédiger des belles lettres de motivation, c'est pour ça que c'est hyper important, surtout quand on est hors académie, de rédiger des belles lettres de motivation avec son dossier, et c'est pour ça que la Caravelle est là pour vous accompagner d'ailleurs dans la rédaction de ces lettres de motivation. N'hésitez pas à aller visiter le site internet de la Caravelle qui organise cette conférence et qui vous donnera des tips pour réussir une belle lettre de motivation et qui vous attribuera un tuteur qui vous aidera à les faire et à réussir votre dossier et à choisir les bonnes licences qui vous mèneront dans les bonnes écoles de commerce ensuite. Voilà, il y a un quota qui est fixé par le recteur et qui est réservé aux candidats hors académie. Donc ça vous permettra, si vous voulez, Laurence, de pouvoir inscrire heureusement votre enfant qui peut-être est dans l'académie de Créteil, mais qui voudrait rentrer à Nanterre, à Assas ou à la Sorbonne. Et du coup, c'est plus le lieu de passage du bac, mais le domicile de l'élève qui compte. Et donc, ça permet, par exemple, si on était interne ou pensionnaire, de pouvoir revenir sur Paris en fac. Et donc, ça me paraît à peu près un peu plus logique quand même. Enfin, il y a des fameux attendus, je vous ai dit. En économie-gestion, quels sont les attendus nationaux qui peuvent être évalués évidemment différemment selon l'université, mais c'est disposer des compétences en maths et en stats indispensables à l'économie et à la gestion. Donc, ils vont regarder les notes que vous avez eues, que ce soit en S ou en ES en mathématiques pour valoriser votre dossier. Ils vont également savoir mobiliser des compétences en matière d'expression parce que oui, comme je vous ai montré tout à l'heure dans la dissertation dont je vous ai présenté les résultats qui étaient tombés pour moi au concours d'HEC, faut-il taxer le profit des entreprises? On a bien vu que c'était quand même une dissertation. Certes, il y a des graphiques à insérer, mais il faut savoir aussi écrire français. Et donc, la sélection et les attendus pour entrer en fac d'éco-gestion sont à la fois des attendus scientifiques avec la dominante mathématique statistique, mais aussi des attendus littéraires puisqu'il va falloir savoir rédiger et manier des concepts. Enfin, ils vont évaluer un petit peu votre culture générale, peut-être au travers de votre moyenne d'histoire et votre moyenne de SES. Et ils vont également regarder un petit peu dans quelle mesure vous maîtrisez les compétences en anglais. Ça, c'est un attendu qui est un peu transversal à beaucoup de matières et donc qu'on retrouve ici en économie-gestion. Après, certaines facs peuvent avoir des attendus locaux, mais là, j'ai pas eu le temps de tous les lister malheureusement. Alors, les dossiers de candidature, ils sont constitués de quoi, justement? Donc, de la fiche à venir, et ça, c'est une fiche, malheureusement, vous ne la verrez jamais. Elle est directement envoyée de votre lycée aux filières dans lesquelles vous postulez, avec vos notes et vos classements au sein de la classe, et un avis du conseil de classe, selon vos vœux, qui va vous donner un avis favorable ou défavorable selon les vœux, qui va estimer à la fois le niveau de la classe et qui va dire si oui ou non, selon lui, vous êtes capable de mener à bien cette licence, histoire de pouvoir dire parfois à des présidents du FR ou à des commissions, non, je pense que cet élève n'a pas les capacités pour réussir cette licence. Et à ce moment-là, vous êtes relégué dans d'autres vœux et ils pensent que c'est peut-être un mal pour un bien puisque ça vous évite potentiellement un échec. Chacun a son avis ensuite sur la question. Mais en tout cas, voilà les nouvelles règles. Je vous les énonce telles qu'elles sont. Après, on ne va pas rentrer dans des débats sur le bien fondé de ces règles. La lettre de motivation, il en faudra une par vœu. Et ensuite, sachez que vous pouvez inclure toute pièce complémentaire dans votre dossier.
Ça veut dire que vous pouvez tout à fait, en gros, ajouter si vous avez passé le TOEIC, le TOEFL, qui sont les tests d'anglais, ou un test par exemple du Cambridge Institute. Vous pouvez l'ajouter à votre dossier, ou si vous avez un test en allemand ou de Cervantes en espagnol, ou du Goethe Institute en allemand. Vous pouvez les joindre, ou si vous avez, par exemple, participé à un voyage humanitaire, ou si vous êtes sportif de haut niveau et vous faites de la compétition, ou si vous faites des auditions en saxophone, n'hésitez pas à mettre dans votre dossier toutes les pièces qui pourraient être les bienvenues. Par exemple, je sais que pour la fac de droit, un des attendus, ça va être que vous ayez pris part peut-être déjà à des activités telles que le théâtre ou des activités culturelles du moins. Et donc, le fait de faire partie d'une troupe de théâtre ou de faire du théâtre sera un plus. Et donc, n'hésitez pas à mettre le maximum de pièces dans votre dossier.